Maintenant, concernant les expurgations opérées par le greffe, dans la présente affaire, elles sont clairement disproportionnées. La défense l'a soulevé à plusieurs reprises. Si, en application de l'article 68.1 du statut, les mesures de protection peuvent être prises pour protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, elles ne doivent pas être préjudiciables aux droits de la défense. Par exemple, la divulgation d'éléments d'information tels que le lieu ou la date du crime allégué ou l'endroit où la personne fut blessée ne mettent en aucun cas en danger la victime qui demande à participer. Certaines expurgations sont encore moins justifiées puisqu'il existe des demandeurs, donc des victimes qui demandent à participer à la procédure, qui ont explicitement indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la divulgation de leur identité à la défense. À ce propos, il convient de noter que dans l'affaire Katanga, la Chambre de première instance avait indiqué que, et je cite, « La section de participation devra porter une attention particulière aux demandeurs ayant déclaré qu'ils ne voyaient pas d'obstacle à ce que leur identité soit communiquée et adapter ses propositions d'expurgation en conséquence. » Fin de citation. Or ici, personne n'a fait attention aux désirs des victimes et leur identité est restée expurgée. En expurgeant au-delà de ce qui est demandé et au-delà de ce qui est nécessaire, les demandes de participation des victimes, le greffe est allé au-delà de ce qui est raisonnable. La conséquence en est de trop d'expurgation. La défense ne peut plus analyser les demandes de participation, elle ne peut plus vérifier la véracité des faits allégués et donc elle ne peut pas enquêter. C'est pourquoi la défense souhaite qu'il y ait un réel débat sur les notions d'expurgation des demandes de participation des victimes, peut-être lors d'une autre conférence de mise en état qui pourrait porter sur toutes les questions de participation des victimes. Parce que nous pensons que la question de participation des victimes, c'est une question très large. Il y a par exemple la question des victimes qui ont été admises à participer dans l'affaire Bégoudé. On a vu dans les soumissions du greffe et du représentant légal des victimes qu'ils souhaitent une participation automatique. Encore une fois, la règle 89 ne permet pas cette participation automatique puisque la défense doit pouvoir faire des observations sur ces demandes de participation. Donc des victimes qui ont été acceptées dans une autre affaire au stade préliminaire, pas au stade du procès, ne peuvent pas être admises automatiquement dans la présente affaire. Et d'autres questions de ce type doivent être abordées. Donc nous pensons que toutes les questions concernant la participation des victimes devraient peut-être faire l'objet d'une conférence de mise en état à part entière uniquement dédiée à ces questions. Je vous remercie. Thank you very much. Le juge président, je vous remercie. Qu'en est-il du greffe? Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais faire deux observations, ou plutôt apporter deux précisions à propos des questions soulevées par la défense. Ma première observation portera sur les informations qui sont mentionnées dans le formulaire simplifié qui a été utilisé lors de la phase préliminaire du procès Taganda. Ce sont des informations qui sont les mêmes. Les aspects essentiels figurent déjà dans ce formulaire. Alors, il s'agit en fait du quantité d'informations qui peut être fournie par les victimes, mais vous avez les informations de base qui doivent être fournies par tout le monde, et ces informations de base figurent là-dedans. Deuxièmement, et ce sera ma deuxième remarque, il s'agit des expurgations. Lorsque le greffe procède étudie les demandes d'expurgation, il procède toujours de façon très circonspecte. Alors nous considérons que les victimes ont donné leur aval pour fournir leur identité à la défense, mais à moins que la victime n'ait eu la possibilité d'en parler avec le représentant légal des victimes, nous ne considérons pas qu'il s'agit d'un consentement intégral. Donc au moment de la demande, la discussion n'a pas encore eu lieu avec le représentant légal des victimes, d'où l'adoption de notre part d'une approche extrêmement prudente. Le juge président, je vous remercie.
Oui? Je vous en prie. À la Chambre, je suis d'accord sur certaines questions qui ont été soulevées par la défense par rapport à la question des expurgations. Donc, avant de décider peut-être sur une conférence de mise en état sur les questions des victimes, je pense qu'il y a un certain espace de discussion entre la défense et le représentant légal et le greffe pour éventuellement arriver à des versions moins expurgées de demandes de participation. Ça peut aller peut-être aussi à l'encontre de l'expeditiousness des procédures. La deuxième question qui vient d'être abordée par le greffe, c'est la question de la volonté des victimes d'avoir leur identité divulguée ou pas. Eh bien, cette discussion a eu lieu avec toutes les victimes qui ont été autorisées à participer et je peux confirmer que toutes les victimes ne souhaitent pas à l'instant divulguer leur identité. Donc, sauf la question de l'identité, les autres questions qui ont été abordées par la défense pour les expurgations pourront être discutées entre nous et la défense. Je vous remercie. Le juge président, je vous remercie. Nous reviendrons sur ce sujet avant la fin de la journée. Et nous allons maintenant nous intéresser au point E de l'ordre du jour, à savoir les langues qui seront parlées au procès. Le procureur ainsi que le représentant légal des victimes ont indiqué dans quelle langue ils s'attendaient à ce que les témoins et les victimes témoignent. Et il s'agit de l'anglais, du français, du dioula et du bambara. La défense a indiqué qu'elle s'attendait à convoquer essentiellement des témoins qui s'exprimeront en français. Le greffe a indiqué qu'il était en train de chercher des interprètes simultanés pour les langues autres que l'anglais et le français. Au cas où cela ne serait pas possible, le greffe fera en sorte que ces interprètes travaillent en consécutive, ce qui rallongera considérablement le procès. J'aimerais savoir si le procureur a quoi que ce soit à ajouter en sus de ce que vous avez déjà indiqué dans vos écritures. Monsieur McDonnell, non, Monsieur le Président, je ne suis pas en mesure de vous dire combien de témoins vont témoigner en dioula. Il s'agit de témoins qui vont témoigner sur les faits incriminés. Donc nous n'avons pas une liste de témoins pour ces témoins. Il se peut que cela corresponde à plus ou moins 5 témoins, mais je dirais que la grande majorité de nos témoins vont témoigner en français. Certains peut-être en anglais, je pense à certains experts ou aux témoins 369. Hormis ces témoins, je dirais qu'à 99% ou 95%, ces témoins s'expriment en français. Juge président, c'est très utile. Qu'en est-il de la défense? Concernant la langue, pas d'observation particulière au stade de nos enquêtes actuelles. Le français est la langue principale de nos témoins et on verra au fur et à mesure de la procédure. Je vous remercie. Thank you. Registry. Le juge président, qu'en est-il du greffe? Le greffe a effectivement à ce stade identifié 4 interprètes de terrain. S'agissant des audiences, il faudrait... Alors, il y a une certaine réluctance, hésitation d'interprètes formés pour la conférence, pour l'interprétation simultanée, à travailler à la Cour. Éventuellement, le greffe proposerait de faire venir les candidats identifiés avant la fin de l'année 2014, afin de déterminer avec eux s'il serait possible pour eux de travailler aux audiences de la Cour. Pourquoi le faire avant la fin 2014? Parce que si cette alternative n'était pas possible, il faudrait alors former des interprètes pour la consécutive. Et cette formation prend entre 4 et 6 mois. Voilà. Thank you. Juge président, je vous remercie. Après avoir été invités par la Chambre à le faire, les partis ont
présenté un certain nombre de questions qu'elle souhaiterait voir abordées lors de cette conférence de mise en état et ces éléments ont été ajoutés à l'ordre du jour. Alors la première question suggérée ou avancée par l'accusation visait une éventuelle jonction d'instances entre l'affaire Gbagbo et Blé Goudé. Il s'agit du point F de notre ordre du jour, sous réserve bien entendu de la décision prise par la Chambre préliminaire en matière de confirmation des charges. L'accusation informe la Chambre que, au cas où les charges contre M. Blé Goudé venaient à être confirmées, elle a l'intention de demander la jonction d'instances. Monsieur MacDonald, vous nous avez déjà présenté vos arguments par écrit. Avez-vous quoi que ce soit à ajouter? Monsieur MacDonald, non, Monsieur le Président. La seule chose que je pourrais ajouter, c'est que si les charges sont confirmées, quelles que soient les charges confirmées, nous allons demander la jonction d'instance. Et nous demanderons cela et déposerons cela immédiatement dès que l'affaire sera renvoyée à la chambre de première instance numéro 1, je suppose que c'est vous qui vous en occuperez. Donc nous présenterons ce dépôt d'écriture de suite pour éviter tout retard indu. Et j'aimerais également indiquer que je pense à une date du début du procès et j'envisage le mois de septembre pour prendre en considération cette éventuelle jonction d'instance. Le juge président, je vous remercie. Qu'en est-il de la défense? Alors, concernant l'hypothèse de la jonction, il convient d'abord d'indiquer à la Chambre que, évidemment, la défense réfléchit à un calendrier estimatif qui lui semble raisonnable, mais ce calendrier ne prend pas en compte l'hypothèse de la jonction. En d'autres termes, le calendrier estimatif proposé par la défense ne devrait courir qu'en dehors de l'hypothèse de la jonction. En effet, dans l'hypothèse d'une jonction, il est bien évident que la défense déposerait des requêtes qui seraient consécutives à la décision de jonction, requêtes qu'il n'est pas possible de détailler aujourd'hui, puisque tout dépend de la teneur de la décision de confirmation ou d'infirmation des charges contre Charles Blé Goudé, concernant Charles Blé Goudé. Une décision d'infirmation, parce qu'elle aurait aussi un impact sur l'affaire Gbagbo, donnerait lieu au dépôt de requêtes. C'est un délai supplémentaire qu'il faut prendre en considération. Dans l'hypothèse d'une confirmation, il faudrait prendre en considération le surcroît de travail pour la défense que la jonction entraînerait. Plus de victimes, donc une nouvelle demande de moyens additionnels pour la défense, des nouveaux témoins à trouver pour préparer les contre-interrogatoires, sous un angle différent des nouvelles allégations contenues dans le DCC concernant Charles Blé Goudé. Il est important de noter, par exemple, que dans le cas d'une jonction, le débat sur la responsabilité du président Gbagbo sera nécessairement abordé de façon différente. Dans l'hypothèse d'une confirmation des charges définitive, les dates prévues par la défense dans un calendrier estimatif est décalée d'autant de mois qu'il en aura fallu pour arriver à la décision de confirmation définitive dans l'affaire Charles Blé Goudé. Thank you, Ms. Norrie. Juge président, je vous remercie. Madame Maître Naouri, qu'en est-il de la représentante légale des victimes? Avez-vous quelque chose à ajouter que vous n'auriez pas fait figurer dans vos écritures, Madame Massida? Non, Monsieur le Président. Le Président, bien. Alors, nous allons maintenant en venir à la deuxième question proposée par l'accusation. Il s'agit de l'imposition de date butoir au dépôt d'éventuelles contestations de la part de la défense en phase préliminaire. Point G de l'ordre du jour. L'accusation avance que pour assurer la bonne conduite de cette procédure, la Chambre devrait imposer une date butoir pour ce qui est de ces demandes et contestations en phase préliminaire. Monsieur MacDonald, qu'entendez-vous par cela? Monsieur le Président, oui, nous avons parlé de cette question avec la défense. Nous en avons parlé le 16. Nous avons donc obtenu une réponse. Si vous regardez l'historique des
audiences de confirmation. La défense a déposé de nombreuses requêtes qui sont avant tout des requêtes de procédure qui retardent la procédure et le procès. Et je suppose que la même chose se passera en phase préliminaire du procès. À partir du moment où une date aura été fixée pour le procès, il va y avoir évolution de la situation et il y aura d'autres requêtes qui seront présentées. Alors, je ne veux pas m'avancer, mais je suppose que cela se passera. Je pense que nous pouvons nous attendre à entendre parler de l'état de santé de M. Gbagbo. Ensuite, deuxièmement, il s'agira de la coopération avec la France, de la non-divulgation ou du fait que des documents ne sont pas obtenus de la part de la France. Troisièmement, les ressources, car la défense a des questions ou des problèmes de ressources. Cela aurait dû être leur première requête. Ils ont posé la question ou soulevé la question auprès du greffe. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils vont se tourner vers la défense. Ensuite, vous avez Citrix. Il semblerait qu'il y ait donc cette question pour ce qui est de leur enquêteur sur le terrain en Côte d'Ivoire. Et ils pourraient nous dire que cela a une incidence sur leur capacité à mener à bien des enquêtes, ce qui aboutira à leur capacité à défendre leurs clients, ce qui pourrait nous donner une deuxième demande de suspension ou de report. Donc je pense qu'il ne faudrait pas en fait attendre la dernière minute, le dernier moment pour présenter des demandes de report du début. Voilà ce que je souhaite vous dire. Le Président, je pense que j'ai compris ce que vous vouliez nous dire. Maître Naouri? Requête procédurale de la défense d'avant-procès, notre position est la suivante. Il ne peut être déterminé de date butoir puisque tout dépend de la manière dont la procédure va évoluer. D'une part, selon l'évolution de la procédure, la défense devra peut-être déposer de requêtes portant par exemple sur la participation des victimes, sur les divulgations tardives du procureur, sur un changement dans la présentation du cas du procureur, sur les demandes d'expurgation, etc. Il est possible qu'on dépose aussi d'autres requêtes. Et je remercie le procureur de nous avoir donné des exemples d'autres requêtes qui peuvent être déposées, en plus de celles que je viens de mentionner. Il est donc difficile, voire impossible, de se prononcer sur une date butoir, puisque chacun ici est tributaire de l'autre partie. Par exemple, si au cours de la procédure, le représentant légal des victimes souhaite déposer des éléments de preuve, les parties, dont la défense, devront répondre à cette demande. D'autre part, concernant l'affaire Blé Goudet, dans l'hypothèse d'une jonction du procès ou d'une affirmation des charges, la défense devra évaluer, selon la teneur de la décision de confirmation des charges ou d'infirmation des charges, l'opportunité de déposer ou non un certain nombre de requêtes. Le dépôt de requêtes par la défense ne fait pas perdre du temps, puisqu'il s'agit de l'exercice des droits de la défense. La défense déposera toutes les requêtes en temps et en heure quand elles sont nécessaires, mais il convient ici de rappeler que le dépôt de requêtes préalables ou d'avant-procès seront toujours faits afin d'assurer le respect des droits de la défense du La défense sera plus à même de donner les détails à la Chambre sur sa position au fur et à mesure que la procédure évoluera. Mais encore une fois, nous n'avons pas de boule de cristal, nous ne pouvons pas fixer une date butoir pour toutes les requêtes d'avant-procès. Je vous remercie. Right. Le juge président, bien. Juge président, je vois qu'il est presque 11h30 et nous avons quasiment terminé ce que nous étions censés faire pendant cette partie, mais nous ne sommes pas arrivés au
bout de notre examen. Donc nous pourrions peut-être faire une pause d'une demi-heure. Je vous donne une petite minute. Nous pouvons poursuivre pendant 10 minutes. Donc, nous allons maintenant aborder... Ah, j'ai oublié, je vous ai pas entendu, madame, à ce sujet. Madame... Merci, Monsieur le Président. Nous sommes tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le procureur à propos de la question des dates butoirs. J'aimerais juste faire une petite observation. Je dois vous dire que ce fut un exercice assez laborieux et pénible en phase préliminaire à cause des retards provoqués dans une certaine minute par la défense et ce à cause des dépôts de dernière écriture. Il y a des questions qu'il va falloir régler avant le début du procès. Nous comprenons parfaitement que certaines requêtes ne peuvent être déposées qu'après le début du procès ou pendant le procès, mais il y a des questions qu'il va falloir régler avant le début du procès. Je vous remercie. Le juge président, fort bien. Alors nous allons maintenant nous intéresser à une autre question. Non, excusez-moi. Non, il ne s'agit pas d'une question avancée par l'accusation. Ce sont les deux parties, en fait, qui ont suggéré que l'on parle du dépôt de documents supplémentaires, tels que, par exemple, le tableau des éléments constitutifs des charges, ou encore un tableau d'analyse approfondie, ou un mémoire préalable au procès. Il s'agit du point H de notre ordre du jour. L'accusation souhaiterait également que l'on se penche à nouveau sur le besoin d'avoir ce tableau des éléments constitutifs des chartes, et ce, conformément à la décision prise par le juge unique le 24 janvier 2012. La défense avance que l'accusation devrait déposer un mémoire préalable au procès dans lequel elle devra expliquer ou fournir les références aux témoins qu'elle a l'intention de convoquer, ainsi que les autres éléments de preuve sur lesquels elle a l'intention de s'appuyer. C'est un document qui devrait être communiqué suffisamment à l'avance, à la même date que la date butoir prévue pour la divulgation. La Chambre comprend que la défense souhaite recevoir un mémoire préalable au procès en sus de la liste des éléments de preuve mentionnés ci-dessus, à savoir éléments de preuve qui figurent dans le tableau d'analyse approfondie, qui a déjà été utilisé pendant la phase préliminaire, ainsi que le tableau des éléments constitutifs des charges. Monsieur McDonald, vous avez quelque chose à nous dire? Oui, tout à fait, mais j'aurais besoin de plus de 4 minutes. Il me reste 4 minutes. Je peux commencer, mais je ne terminerai pas. Je peux... le président, oui, en un mot commençant, dites-nous quel est votre point de vue. Monsieur McDonald, nous avons fourni tous les outils, des outils qui n'ont jamais été fournis dans cette institution, à savoir un document contenant les charges avec des hyperliens qui a quelques 166 pages. Pour chaque allégation, vous avez la source. Vous cliquez sur le lien, vous vous retrouvez dans le système de prétoire électronique, vous voyez l'élément de preuve et vous voyez si la source est exacte. Dans l'affaire Blé-Goudet, je dirais que le document contenant les charges a été mis à jour et contient maintenant, sans les notes de bas de page, 127 pages. Avec les notes de bas de page, cela nous donne quasiment 240 pages. Il s'agit de documents extrêmement détaillés. Alors certes, nous soulevons une objection par rapport au tableau des éléments constitutifs des charges et par rapport au tableau d'analyse approfondie, parce que lorsque les témoins viennent, les témoins modifient leur narratif. Il y a des documents qui indiquent certains éléments et qui ensuite autre chose est dit lorsque le témoin dit. Alors vous avez donc le tableau des éléments constitutifs des charges. Bon, personne n'a mentionné que le tableau d'analyse approfondie a certes son utilité pendant la phase préliminaire, mais ce que nous avançons, c'est que pendant le procès, il n'est pas très utile, ce tableau. Et je voudrais présenter des détails pour étayer ma cause, parce que je vous dirais que c'est un exercice qui
qui exige beaucoup de ressources. Donc encore faut-il trouver le juste équilibre et se demander qui a besoin de ce tableau et pourquoi. Lorsque vous avez une décision de confirmation extrêmement très claire, vous avez les 5 dernières pages qui décrivent les faits, les circonstances de l'espèce, la qualification juridique des faits. Vous avez un document contenant les charges que nous sommes tout à fait disposés à mettre à jour si des nouveaux éléments de preuve sont fournis. Nous pouvons les fournir 3 mois avant la dernière communication, 3 semaines, 3 mois avant en fait. Et ce faisant, nous communiquons des éléments en indiquant ce qui pourrait être potentiellement à décharge. Donc l'accusation le fait, et lorsqu'elle le fait, elle prépare la thèse de la défense et non pas seulement sa propre thèse. Le président, bien, je pense que la césure est bienvenue. Nous allons maintenant faire cette pause, puisqu'il est 11h30, une pause de 30 minutes.